Bonjour et bienvenue sur Radio C-Surf, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 9 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Inde. Au programme de cet épisode, le bureau présidentiel sud-coréen a signalé une augmentation des cyberattaques menées par des groupes de hackers pro-russes contre des organisations sud-coréennes. Le CERT-FR a publié plusieurs avis de sécurité concernant des vulnérabilités. Les Cisco phones sont aussi la cible de vulnérabilités. Un laboratoire médico-légal a signalé des redémarrages inexpliqués d'iPhone en sa possession. Et enfin, Linux Magazine a publié un article sur la construction d'une station de développement robuste et sécurisée. Bien entendu, vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Record It Future nous apprend via son site The Record que le bureau présidentiel sud-coréen a signalé une augmentation des cyberattaques menées par des groupes de hackers pro-russes contre des organisations sud-coréennes. Cette intensification fait suite à la décision de Séoul d'envoyer des observateurs en Ukraine en réponse au déploiement de troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes. Les attaques, principalement dirigées contre des sites web civils et gouvernementaux, ont entraîné des ralentissements et des interruptions temporaires d'accès sans causer de dommages significatifs, d'après The Record. Parmi les groupes revendiquant ces actions figurent Zen Pentest, Alligator Black Hat et Nonem 057. Ce dernier étant bien connu pour ses attaques par déni de service distribuées ces fameux DDoS contre des cibles européennes. Les autorités sud-coréennes prévoient de renforcer leur vigilance face à ces menaces cyber persistantes. Le CERT-FR a publié 6 avis de sécurité concernant des vulnérabilités identifiées dans divers produits. Le premier avis, c'est l'avis CERT-FR 2024 AVI 0958, signale des vulnérabilités multiples dans les produits d'IBM, notamment AX, CloudPack for Security, QRadar SIEM et Sterling Control Center. Elles permettent des exécutions de code arbitraire à distance, des évaluations de privilèges et des dénis de service. Bien entendu, IBM a émis des correctifs pour remédier à ces vulnérabilités. Le second avis du CERT-FR, on en a 6, donc soyez patients ou accélérez. Mais ils sont intéressants parce que ça concerne des vulnérabilités dans les noyaux Linux sur plusieurs distributions. Là, on va parler de celle de Ubuntu. Ça va affecter les versions 14.04 ESM à la 24.04 LTS, la toute dernière. Ces vulnérabilités peuvent entraîner des exécutions de code arbitraire, des élévations de privilèges et des atteintes à la confidentialité des données. Des mises à jour de sécurité ont été déployées par Ubuntu pour corriger ces problèmes. Le troisième avis du CERT-FR, qui est le 2024-AVI-0956, traite de vulnérabilités dans les noyaux Linux de Red Hat Enterprise, la version 8.x. Elles permettent à des dénis de service à distance et des atteintes à l'intégrité et à la confidentialité des données. Red Hat a publié des correctifs, on applique le patch. Le quatrième avis, il en reste encore 2, vous inquiétez pas, on tient. Le CERT-FR nous informe via l'avis 0955 que ça porte des vulnérabilités dans le noyau Linux de SUSE, affectant des versions telles que OpenSUSE, LIP, la 15.x, SUSE Linux Enterprise Server 15.x aussi. Donc ces failles peuvent conduire à des élévations de privilèges, des contournements de politique de sécurité et des dénis de service. SUSE a mis à disposition des mises à jour de sécurité pour ces vulnérabilités. Si vous utilisez du SUSE, il faut patcher. On patch. Je sais que vous en voulez encore. Donc pour le cinquième avis du CERT-FR, le 0954, qui nous signale des vulnérabilités dans Microsoft Edge, toutes les versions antérieures à la 130.0.2849.80, donc ce sont des vulnérabilités non spécifiées en détail par l'éditeur, ont été corrigées dans les versions ultérieures. Bref, si vous utilisez Edge, appliquez le patch. Et enfin, pour le dernier avis, là on l'a survécu, là c'est trop long ces avis sur les vulnérabilités, il faudrait que je fasse des épisodes dédiés rien que pour ça. Donc c'est l'avis du CERT-FR 2024-AVI 0952, ça concerne une vulnérabilité dans les produits F5, notamment NGIX API Connectivity Manager, NGIX Ingress Controller. La faille identifiée, sous la CVE 2024-67-890, possède un score CVSS de 8.5. Elle permet un contournement de la politique de sécurité. F5 a publié des correctifs pour résoudre le problème. On patch. Ouf, c'est fini. En tout cas, vous êtes incroyable, CERT-FR, parce que grâce à vous, on a tous ces avis de vulnérabilité. On sait ce qu'il faut faire. Bravo. L'agence américaine CISA a lancé le mois de la sécurité et de la résilience des infrastructures critiques. Alors je sais que je reviens beaucoup sur cette agence américaine, mais elle publie énormément et c'est vraiment une ligne directrice pour ceux qui font de la cybersécurité, car cette initiative annuelle vise à sensibiliser le public et les parties prenantes à l'importance des infrastructures critiques et la nécessité de renforcer leur sécurité et leur résilience.
Le thème de cette année, c'est Resolve to be Resilient, encourage les organisations à évaluer leurs risques, à élaborer et à tester des plans de continuité et à s'adapter continuellement aux menaces émergentes. L'agence américaine souligne que cette sécurité des infrastructures critiques est une responsabilité partagée, nécessitant la collaboration entre les secteurs publics, privés pour assurer la continuité des services essentiels. Je vous recommande de lire les ressources. Je vous ai mis le lien pour l'accès à la page de l'agence américaine, de la CISA. Mais derrière, vous partez sur des sites où il y a énormément de ressources gratuites et qui vous permettent aussi de sensibiliser vos membres de COMEX, vos directions, vos DSI. C'est pas mal. C'est en anglais, mais ça a un avantage. Il y a toute l'expérience américaine sur la cybersécurité à lire et à appliquer. Bon, on n'allait pas quand même se quitter sans parler encore d'une vulnérabilité. Donc, on a une vulnérabilité critique identifiée sous la CVE 2024 20445 qui a été découverte dans plusieurs modèles de téléphones Cisco, notamment les séries Deskphone 9008, les IPphone 7008 et 8800, ainsi que le Videophone 8875. Alors pour ceux qui utilisent encore des téléphones physiques, il y en a quand même dans beaucoup d'entreprises. Cette faille permet à des attaquants distants et non identifiés d'accéder à des informations sensibles via l'interface web des appareils concernés. Le problème réside dans une gestion inadéquate des données sensibles lorsque la fonctionnalité Web Access est activée. Bien que cette option soit désactivée par défaut, son activation expose les appareils à des risques d'exploitation. Alors, Cisco a publié des mises à jour pour remédier à cette vulnérabilité et elle recommande fortement aux utilisateurs de vérifier l'état de la fonctionnalité Web Access sur leur dispositif, d'après GB Hackers. Êtes-vous réellement le propriétaire de votre iPhone ? Ce cas se pose une vraie interrogation parce qu'un laboratoire médico-légal a signalé des redémarrages inexpliqués d'iPhone en sa possession, entraînant la perte de l'état After First Unlock, ce qu'on appelle l'AFU. Cet état est crucial pour accéder aux données chiffrées sur des appareils iOS lors des forensics. C'est-à-dire que vous avez une investigation dessus. Ces redémarrages ont été attribués à une fonctionnalité de sécurité introduite par Apple dans iOS 17 qui force le redémarrage des appareils après une période prolongée d'inactivité pour renforcer la sécurité des données. Soi-disant, cette mesure vise à protéger les informations sensibles en cas de perte ou de vol de l'appareil. Ah bah tu m'étonnes qu'ils ont fait la tête les gars. Donc un mot, si vous travaillez dans les forces de l'ordre, si vous avez un téléphone, il faut tout de suite, faut faire le forensic dans la foulée, on n'attend pas. C'est un coup à tout perdre. Linux Magazine continue de nous surprendre avec un article sur la construction d'une station de développement avec toutes les étapes pour configurer un environnement de développement robuste sur Debian. Il aborde l'installation des outils tels que le paquet build essentiel, le compilateur GCC, G++, Make et d'autres utilitaires nécessaires à la compilation en code en C++. L'article couvre également l'installation de systèmes de contrôle de version comme Git, ainsi que des compilateurs pour divers langages de programmation, notamment Python, Java et Node.js. De plus, il présente des environnements de développement intégrés, dont les fameux IDE, tels que Visual Studio Code, c'est assez surprenant pour Linux Journal, mais il le présente, Atom et bien entendu Vim, en fournissant des instructions pour leur installation et configuration sur Debian. Personnellement, je préfère Emacs. Le reste, c'est juste de la... Comme dirait Feu Jean-Pierre Coff, ce guide vise à aider des développeurs qui voudraient établir une base solide, et ainsi que tout dans les équipes de réponse incident, on doit faire du développement, que ce soit du Python ou autre. Il y a un avantage, c'est bien fait, c'est actionnable, c'est 2 pages, c'est plutôt pas mal. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du samedi 9 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Faut que je trouve un moyen pour les vues là, c'est trop long. Au revoir.